Donc bonjour à toutes et à tous. Cet après-midi, donc, je vais vous donner quelques éléments très schématiques sur les principales formes d'agricultures urbaines à l'échelle internationale. Donc première catégorie, ce que l'on va appeler les multifunctional market gardens, donc finalement les jardins potagers multifonctionnels. Alors ça, c'est déjà une première catégorie qui est elle-même composée de formes différentes. On va en gros des jardins associatifs aux micro-fermes urbaines si l'on se limite à l'intra-urbain. J'ai omis de vous dire que dans l'agriculture urbaine et dans la définition internationale, on intègre aussi des formes périurbaines d'agriculture qui sont en lien très étroit avec la ville. Deuxième grande catégorie d'agriculture urbaine, deuxième grand métatype, ce qu'on va appeler les toits potagers, les rooftop open air gardens, donc toits potagers en plein air. Alors cette forme-là, elle se développe beaucoup à titre privé ou à titre de jardin associatif, mais aussi de plus en plus à titre de ferme commerciale. Troisième type, les serres sur les toits. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de beaucoup se développer à l'échelle internationale, et je dirais qu'il y a 2 voire 3 sous-types. Le premier, c'est des serres intégrées au bâtiment, avec tout un tas de flux entre le bâtiment et la serre productive qui est au-dessus. Plus souvent, on a des serres sur les toits, donc qui sont, j'allais dire, superposées aux toits. Alors, les exemples classiques, c'est la Loufa Farm, c'est Gotham Greens à New York, etc., avec souvent des systèmes hydroponiques ou aquaponiques. Donc, je dirais qu'il y a peut-être aussi un troisième ou un troisième sous-type de ces serres sur les toits, qui sont carrément des serres verticales, comme on peut trouver par exemple à Singapour avec Sky Greens. Dernière forme, j'espère que je n'ai pas trop déplacé mon temps, ce qu'on appelle là aussi le indoor farming, en bon français, qui comporte en fait là aussi 2 sous-types, de l'agriculture dans des containers et de l'agriculture carrément dans des buildings, dans des immeubles. La différence étant le niveau, bien sûr, la surface, et puis le niveau d'investissement aussi. De manière très globale, toutes ces formes-là, ces 4 grandes formes-là, avec plein de sous-formes à l'intérieur, elles posent des questions très variées. Parmi ces questions, bien sûr, celle de l'efficience énergétique, qui est, on peut dire, a priori bonne sur un certain nombre de formes en open air ou ayant très peu de consommation d'énergie, mais posant des questions dès lors qu'on est intégré plus ou moins au bâtiment. Et ces questions, pour l'instant, elles sont encore très mal résolues, très mal quantifiées, tout simplement. Pose aussi des questions de marché, et vous voyez bien qu'on est souvent sur des produits de niche, sur des marchés de niche, compte tenu de la faible surface et des coûts de production relativement importants. Et du coup, là, c'est quel choix pour bien valoriser les investissements, quel choix de production, quel choix de marché, quel choix finalement de clients pour ces formes d'agriculture dans la ville. Et finalement, derrière, ce qu'il faut qu'on compare, c'est l'intérêt pour l'approvisionnement des villes de ces formes différentes d'agriculture dans la ville, avec, on va dire, les filières classiques, outdoor, même en périurbain. Et ce qu'on remet aussi en cause pour certaines de ces formes, et notamment bien sûr les serres ou les indoor farming, c'est la saisonnalité. Or, il ne vous a pas échappé que depuis quelques années, il y a tout un discours, passant notamment par les AMAP et ça, sur on redécouvre la saisonnalité, on va remanger des produits de saison, etc. Si on commence à faire des fraises toute l'année, mais qu'on les fait à Paris, et non pas qu'elles ne viennent pas ni du Kenya ni d'Andalousie, qu'est-ce qui va se passer pour les consommateurs? On n'en sait rien. Est-ce qu'ils vont accepter? Pas accepter? Est-ce qu'ils vont faire un bon accueil ou pas à cette désaisonnalisation de nouveau des productions? En fait, aujourd'hui, on n'en sait absolument rien. Un point commun à toutes ces formes d'agriculture urbaine, c'est qu'on est dans de l'ultra frais. On est dans des circuits ultra courts. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait des produits meilleurs au goût et meilleurs éventuellement sur le plan nutritionnel que ce qu'on peut faire dans d'autres formes d'agriculture? Là aussi, ce sont des questions qui restent posées. On est en train de les traiter pour partie d'entre elles, mais on est vraiment face à des choses qui sont encore mal établies pour le moment. Et puis bien sûr, quelles acceptations par les urbains, par les riverains, par les consommateurs, en particulier de certaines formes, comme des formes hydroponiques, comme des formes d'indoor farming, de serres sur les toits, qui ne sont pas toujours bien vues des urbains, à tout point de vue, à la fois sur le plan paysager et sur le plan de la consommation. Et puis bien sûr, quelle concurrence ou pas avec la production agricole classique. On pourra en rediscuter si vous le souhaitez. En conclusion, je dirais qu'on a des rôles très divers de ces différentes formes d'agriculture urbaine. Vous voyez qu'elles sont très différemment développées selon les zones. Il y a plein d'avantages potentiels. J'allais dire certains sont fantasmés parce qu'en fait, on n'en sait pas grand-chose.
et ils sont en tout cas largement à établir. Sur le plan de l'approvisionnement alimentaire en particulier, productivité très forte, mais toujours contrainte, on est toujours sur de petites surfaces, et finalement, si ça sert à l'approvisionnement de la ville, c'est par rapport à certaines catégories de population, et pas généralement de manière quantitative importante dans nos pays, tout du moins, vis-à-vis de l'approvisionnement global de la ville. C'est tout à fait différent dans les pays du Sud, on y reviendra si vous voulez. Biodiversité, ça c'est un élément important. En tout cas, pour certaines formes, en open air, c'est des hotspots de biodiversité, et ça peut être tout à fait intéressant de développer ces formes-là dans la ville pour ça. On pourra peut-être faire des biodistricts demain avec les formes d'agriculture urbaine. Des déchets organiques urbains qui peuvent être valorisés dans certaines de ces formes d'agriculture urbaine, et ça c'est intéressant aussi pour les villes, avec une potentialité très élevée de valorisation pour les deux premières formes, les multifunctional market gardens et puis sur les toits. La question c'est de mieux connaître les qualités agronomiques de ces différents déchets organiques urbains, et puis c'est de développer des filières. Je vous parlais tout à l'heure de la boîte à champignons qui fait des pleurotes sur du marc de café. Ils ont développé une filière de récupération du marc de café et d'insémination mycélium. On pourrait tout à fait penser au développement d'autres filières sur d'autres types de produits. Et puis, last but not least, pour finir sur les anglicismes, régulation thermique par rapport aux îlots de chaleur, ça c'est probablement le challenge des années qui viennent. En quoi ces formes d'agriculture urbaine peuvent-elles contribuer, pas résoudre, mais contribuer à la réduction des îlots de chaleur, au moins à l'échelle des bâtiments, voire des quartiers, selon si elles sont relativement fortement implantées. Aujourd'hui, c'est clair, on a très peu de données. On a certaines données sur les toits végétalisés, mais sur les toits productifs, qu'ils soient couverts ou pas couverts, pour l'instant, on a très peu de choses. Donc, il y a tout à faire et tout à établir, et on espère bien pouvoir y participer, à l'échelle aussi des bâtiments, des quartiers et carrément des villes. Très probablement, ce sont des aspects qui vont se développer dans les années qui viennent et qui peut-être feront partie des services écosystémiques rémunérés, on peut toujours rêver, là aussi dans les années qui viennent.